Je donne tout de suite la parole à Madame Leïla Sqali concernant un projet de logement chez l'habitant dans les villages de l'Atlas. C'est bien, voilà. Grâce à lui, je peux témoigner de mon admiration pour au moins 3 personnes ici, qui, on va dire, ont fait en sorte d'initier mon travail. Monsieur Santelli, vous ne le savez pas, mais il y a 20 ans, je faisais l'école de Malaquais et j'avais suivi à Belleville tout ce qui était atelier avec Monsieur Bory et également j'ai suivi aussi ce que vous faisiez et ça a été ma première injection sur ce qu'était que la qualité de l'architecture orientale. Voilà. Un deuxième hommage à Monsieur Elie Mouyal, parce qu'une fois que j'ai fait mes études et que j'ai fait mon diplôme sur la Médina de Fès, je vais en parler rapidement, eh bien, je me suis intéressée sur les architectes qui faisaient de belles choses au Maroc et je suis tout de suite venue vous voir en vous disant « Je vous admire, montrez-moi ce que vous faites ». Et mais oui, c'est ça quand on a soif. Et lui aussi, il m'a vaccinée et j'ai compris l'intérêt de l'architecture de terre juste après. Et Monsieur Ramdan, merci. Vous savez pourquoi? Parce que ça fait plusieurs années que j'applique la réglementation parasismique et aujourd'hui j'ai compris. Et aujourd'hui j'ai compris. J'ai compris pourquoi et j'ai compris comment. Je vais rester debout, je serai plus à l'aise. Bien. Alors, après cette petite introduction, il y a plusieurs années, on va pas les nommer, on va pas les... j'ai été consultée... Non, je vais faire un peu à l'envers. Je vais commencer par le début, qui était ça. Ziyarat Fès. Ça fait effectivement plusieurs années. Après mon diplôme d'architecture, j'ai travaillé en Médina de Fès et j'ai mis en place un projet qui était en fait à multiples casquettes, à la fois architecte et porteuse de projet. Et donc, on a mis en place un projet de logement chez l'habitant. On a formé des familles à l'accueil touristique. On a réhabilité une 30aine de maisons dans la Médina. On a créé un site internet de réservation. On a formé les familles pour qu'ils soient autonomes et puis qu'ils puissent recevoir dans leur maison. Ça, ce sont les maisons, certaines des maisons. C'est un projet qui est maroco-marocain, qui avait bénéficié de l'initiative nationale de développement humain. J'avais des familles, vous voyez, il y avait des cours un peu formels. Bien sûr, des fois, les chambres étaient faites au goût des habitants, c'est chez eux, ça reste chez eux. On avait mis en place aussi une charte, un label qualité. Et pendant 4 ou 5 ans de ma vie, j'ai suivi ce projet, je lui ai donné naissance, et puis il est devenu autonome. Et aujourd'hui, à l'époque, 95% des personnes et des familles qui avaient été choisies selon des critères sociaux, mais aussi des critères patrimoniaux. On a choisi de belles maisons, mais aussi des maisons qui donc étaient en perdition, en vente, où les familles étaient sur le point de partir. 95% des familles étaient prêtes à partir de ces maisons. Et aujourd'hui, 100% des familles sont encore en Médina et continuent à vivre du logement chez l'habitant. Ce projet, bon voilà, c'est quelques images, les sites internet, enfin tout ce qu'on avait fait pour que le projet fonctionne. Ce projet, après, on m'a appelé à Sefrou et on m'a dit on veut lancer la même aventure, mais dans l'arrière-pays. Grâce à ça, j'ai découvert l'arrière-pays de Sefrou, particulièrement, et les villages de terre. Donc ça se connectait, les Mouyal, avec notre entrevue. C'était là, hein, c'était dans le sang. Et donc, quand j'ai commencé à faire le tour des villages, nous avons sélectionné 10 villages sur beaucoup plus de villages. Et sur ces 10 villages, nous avons été en contact avec toute la population, chaque famille, qui était prête à jouer le jeu du logement chez l'habitant. Et évidemment, tous ces projets, ce ne sont pas des projets qui sont uniquement basés sur l'architecture, mais sur la valeur humaine,
la qualité de ces personnes et la capacité de ces personnes à faire en sorte que leur maison continue à durer dans le temps, qu'ils puissent accueillir, qu'ils puissent vivre de cela, mais aussi faire vivre tout l'environnement. Donc, on mettait en place des randonnées, on mettait en place, on valorisait tout ce qui était valorisable dans l'environnement immédiat de ces maisons, que ce soit, par exemple, les mines de sel naturel, énormément de choses extraordinaires. Et petit à petit, en parallèle du travail que je faisais, de relever, discussions avec les habitants, propositions avec les autorités, le temps a passé, peut-être que j'ai pris de l'âge, j'ai presque enfanté dans les montagnes, presque, parce que je faisais mes randonnées enceintes, etc. Et je me rendais compte qu'en plus de ce projet, il fallait essayer de mettre en place quelque chose, une méthode de construction qui pouvait à la fois répondre à la réglementation parasismique, utiliser les matériaux locaux et voir comment faire en sorte que ces personnes se sentent dignes dans leur habitat. Parce que le gros problème, c'est que dans tous ces villages, systématiquement, dès que la route arrivait les parpaings en béton, arrivait le béton et arrivait surtout l'image mystifiée de la richesse associée au béton. C'était surtout ça le gros problème. Donc, et donc la défiguration de tous ces villages. Et du coup, en parallèle du travail sur Mazarat Sfro, donc c'était Ziarat Sfro et Ziarat Fès et Mazarat Sfro, on a mis en place, je ne rentre pas dans les détails, ça ce sont quelques images de nos explorations, ce sont aussi mes enfants qui vous allez voir grandir au fur et à mesure que le projet évoluait. Les grottes, Bahalil, un patrimoine extraordinaire que nous avons au Maroc, extraordinaire. Ça, c'est une des familles qui a bénéficié du projet que je vais pilote, que l'on a mis en place. Dahman, avec qui nous avons passé une soirée de bendir et guitare, très sympathique. Donc, voilà, je ne vais pas m'attarder, architecture de pierre, de terre extraordinaire. Et avec tout ça, qu'est-ce qu'on allait faire de toute cette expérience pour qu'elle ne reste pas juste une expérience de plaisir et de tourisme, même très sympathique, mais ça ne pouvait pas rester que ça, bien que le projet de touristique se mettait en place. En parallèle, on a mis en place avec la GIZ, je ne sais pas si les messieurs est là, la GIZ, des prototypes de construction à toute petite échelle, d'autoconstruction. C'est comme un espèce de guide. Et très détaillé, comme vous pouvez voir, chaque étape, même comment on plie le fer, comment en fait, c'est vraiment la construction, mais à l'échelle des habitants, la plus simple possible, avec une structure donc poteau-béton. Ferraillage, on me dira si c'est bien ou pas bien, donc bien sûr, ah oui, je voulais vous parler de ça, je parle même pas des liaisons, mais on a mis en place aussi la bande intermédiaire dont vous avez parlé, je ne sais pas si vous la voyez là, pour faire en sorte qu'on ait le chaînage haut, mais aussi le chaînage intermédiaire, pour essayer de stabiliser au maximum. Et puis mettre en place tout ce qui est... Donc on est en adobe de terre, on est en structure de béton, en adobe de terre. On montre comment on fait des tranchées pour pas trop abîmer les murs. Et ensuite, on travaille les parties qui sont à l'extérieur, qui sont face aux intempéries avec un grillage et un enduit qui est légèrement stabilisé au ciment, parce que sinon ça s'abîme trop. Ensuite, on continue à travailler. On travaille sur la mise en place des poutres qui sont liées au chaînage en bois, parce que l'idée c'est de faire en sorte que tout ça soit assemblé et solidaire. Et ensuite, on met en place le système traditionnel, mais pas que. Nous avons les roseaux, mais aussi géotextile. Je vais vite, parce que le but c'est pas juste une présentation technique. Compactage, mais aussi géomembrane, qui déborde légèrement
de la toiture pour faire l'effet de la goutte d'eau. Et puis, quand on a fini, eh bien, on a une architecture qui est à 100% traditionnelle de l'extérieur. On ne voit pas du tout ce travail-là. C'est un travail qui renforce, qui répond à des besoins, parce que là, il n'y avait que des bouts de plastique. Le savoir-faire a été perdu dans ces montagnes, que des bouts de plastique pour rafistoler. Donc, on nettoie, on renforce, mais on ne change rien à l'architecture. Donc, quand on a fait ce travail, je me suis dit que c'était très intéressant en 2012 de créer un symposium sur l'architecture écologique où un tas de réseaux s'est mis en place, de liens avec différentes personnes qui ont permis finalement, eh bien, moi, de me mettre dans la construction écologique à 100% et de continuer mon travail de Don Quichotte, qui le devenait beaucoup moins grâce à la réglementation parasismique, parce qu'avant, je voulais construire en terre, mais je n'étais pas autorisée, ou ça faisait peur. Et depuis que la réglementation a eu lieu, j'ai pu construire... alors là, le symposium, il a réuni de grandes personnalités, comme Feu Pierre Rabhi, et beaucoup de personnes marocaines et étrangères, et dont Saptrem Maini, pour certains, je ne sais pas s'ils le connaissent, c'est un Indien qui est à Auroville, qui a monté un centre de la Terre extraordinaire, qui fait beaucoup d'expérimentations, qui m'a dit, on s'est contacté dernièrement, qu'il est en capacité de construire une petite maison en 66 heures en terre. En 66 heures. Je vous montrerai quelques images. Qu'est-ce que j'ai tiré de toute cette aventure? D'abord, la découverte d'un merveilleux paysage et patrimoine au Maroc. Mes enfants qui ont grandi avec moi. Maintenant, ma fille, elle fait Sciences Po à Paris, hein, donc c'est plus les mêmes. Et puis, surtout, une qualité architecturale extraordinaire. Nous sommes à Ait Bougmaz, donc est passée la première expérience de Sefrou, est venue la deuxième, celle de Ait Bougmaz, où j'ai travaillé beaucoup sur le terrain. Et j'ai noté la qualité de l'architecture et de la mise en œuvre. Et de là, vous voyez tout simplement des petits détails juste splendides. De là est née mon envie et mon rêve de pouvoir construire en terre. Des rêves qui n'étaient que des rêves au départ, qui sont restés des rêves même des années plus tard. Ça, c'est une maison qu'on a conçue en terre à Asila, puis qui n'a pas vu le jour finalement. Et puis des rêves qui sont devenus plus réalité. Ça, c'est un centre que j'ai construit, qui est celui de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, qui est en terre pisée, avec 6 mètres de hauteur de terre et 80 cm de largeur. Voilà le projet. Qui c'est qui siffle? Voilà, ça c'est un des projets. Et à présent, nous avons également d'autres projets qui sont en cours, c'est-à-dire que l'ancienne Don Quichotte commence petit à petit commencer à faire voir le jour ses projets. Et là, c'est un projet à Agadir. Ça y est, enfin, après une année de transpiration et de bagarre, parce qu'il faut se bagarrer, le projet voit le jour et c'est à côté de la coupole, pour ceux qui connaissent Agadir, qui va être transformée en lieu culturel. Cette coupole est tellement splendide que l'idée est que mon architecture soit la plus discrète et sans terre pour valoriser cette coupole. Donc si elle s'enterre, mon défi c'était de la faire également en terre. Donc c'est pour ça que mon café culturel, il est en contrebas de la coupole. Et en fait, à partir de l'esplanade, nous montons sur le café culturel pour arriver au pied de la coupole. Et tout ce mur est en terre pisée et en briques de terre compressées, les deux. Ça c'est voilà l'architecture qui est la conception de l'architecture. Vous voyez, tout est enterré en bas de la coupole pour valoriser cet objet de patrimoine. Et la construction est en cours et nous sommes enfin en train de faire les essais sur place et avec laboratoire et bureau d'études de terre trop argileuse, trop limoneuse, de mélanger, de mettre la chaux, de faire tout ce qu'il faut pour que la construction se fasse. Voici les essais d'échantillons du mur en cours.
Inch'Allah, bientôt aussi, nous sommes à la veille du lancement du refuge des chiens errants en briques de terre compressées. Je pense que les animaux se sentiront bien ici. Enfin, un tout petit projet, j'ai demandé l'autorisation à l'UNESCO de pouvoir en parler. Nous sommes à la veille du lancement de ce tout petit projet qui est pour moi est très important, je conclus, puisqu'il utilise la brique de terre crue et de la brique de terre cuite avec, en essayant d'utiliser toutes ces notes qui ont été prises pendant ces longues années de vadrouille dans les différentes contrées du Maroc. Voilà, et quelques images du dernier projet. Je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup, Madame Leila Skhali, pour cette présentation qui incite à l'optimisme. Pourquoi? Parce qu'effectivement, en particulier dans le monde rural, on parle beaucoup des déficits, des retards, et on se dit le temps qu'il faudrait, disons, pour combler un peu ce retard. Mais ce qui est sûr, c'est que dans le monde rural, lorsqu'il y a des expériences réussies et qu'on ait réussi, disons, à les faire connaître, et on peut créer très rapidement une dynamique autour de ce projet et qui peut accélérer un peu le processus, si vous voulez, de correction, disons, des déficits. Et je pense que ce type de projet pilote qui concilie donc la dimension écologique, le respect du patrimoine, la réglementation parasismique, etc. Une fois qu'ils sont en place, mener une action de communication autour de ça, ça peut inciter à la démultiplication et créer les conditions véritablement du véritable dynamique. En tout cas, merci beaucoup.